profiter du temps qu'on a ensemble plutôt que d'attendre et de parler. On a toujours ce problème de parler avant les épisodes et pas pendant. Donc Arnaud et moi, on est bavards, donc il faut qu'on te fasse parler, nous, plutôt après. Salut Armand, ça va ? Ben oui, très bien. Merci de m'inviter. Nous, on est ravis surtout de te recevoir, de profiter de ton temps. Je découvrais notamment que... alors, on avait quelques petites choses en commun, notamment un investissement. On embrasse Nima Karimi, notamment de Silver. Oui. Nima que j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, qui est une star, vraiment. Donc, voilà. Et puis après, dans les investissements que tu as, en direct, en indirect, je sais pas, mais pas mal d'invités. Je vois Tipto, qui est venu sur Génération Do It Yourself. J'adore ce qu'ils font. Ouais. Ils ont sorti une super lampe. Mathieu, ouais. T'as vu la lampe qu'ils ont sortie, la lampe de chevet, très belle. Alors, au risque de paraître idiot, je sais pas du tout ce qu'ils font. Tipto Design, ils font à l'origine, c'est des pieds de table. Tu te dis, mais comment des pieds de table en métal, super beau. Et puis, comme tu dis, comment un truc peut grossir aussi fort, aussi, le design, la beauté. T'es vraiment, l'épisode que j'ai fait avec lui, on est vraiment sur un truc proche du Dyson ou des choses comme ça. Alors, c'est moins technologique, mais c'est le beau, le design. Ouais, c'est du design et c'est très éco-friendly. C'est du design bien pensé pour aujourd'hui. Comment tu fais pour te retrouver là-dedans ? C'est eux qui t'appellent ? Ils te contactent comment, en fait ? Alors, c'est le deal flow par mes enfants, d'un copain de mon fils. Ah, ok, très bien. L'associé de Mathieu est un copain de mon fils, Vincent. Donc j'ai eu accès, j'ai eu des deal flow par les copains de mon fils qui créent des boîtes. Mais moi j'y serais jamais allé dans Tipto. Enfin c'est pas tech, c'est pas. Enfin je dis pas que c'est pas bien. En l'occurrence j'adore, je suis client, etc. Mais faut quand même être. T'y vas au coup de cœur là-dessus ou t'y vas Bien sûr, il y a toujours l'élément coup de cœur. Mais j'ai travaillé 10 ans dans le groupe Strafor, qui faisait du mobilier de bureau à base de tôle pliée. Et je savais que ce métier et les marges brutes sont très élevées. En fait, ça coûte pas cher de faire des beaux objets en métal peint. Et effectivement, la force de Tipto, c'est d'avoir des marges sympathiques par rapport à ce type de business. C'est vrai. Et puis, après, j'adore le design. L'architecture, le design. Et je trouvais qu'ils avaient quelque chose... Ce pied de table avait vraiment quelque chose. Voilà, et ça a été le couture, mais les pieds de table, c'est chelou quand même. C'est un de mes tout premiers investissements. Mais j'en suis très fier. C'est une jolie DNVB. Mais je comprends. Moi, je serais très fier d'en être, tu vois, même si je l'aurais pas fait. Et puis Play, on en parlait tout à l'heure. Upflow, Swan. Alors ça, je me les attribue pas. C'est des club deals. Ouais. J'ai choisi ces investissements-là, mais c'est pas moi qui les ai trouvés. C'est pas moi qui les accompagne. C'est des stars comme Antoine Fraisse, dont on parlait. Co-fondateur de Kerala, qui était un des bras droits de Pierre-Edouard Sterrin pendant tout un bon moment, La Fourchette, et puis qui a aujourd'hui Doctolib, Malte, Doctolib, Malte, Play, enfin le type est juste partout monstrueux. Hein. Tu disais que c'était tu étais un disciple. Ah, moi je suis un adepte, un fan, et il était très inspirant, et j'ai pu participer à certains de ces club deals avec bonheur, comme avec Thibaut Elzière pour Swan, etc. Qui a fait un bouquin qu'on recommande à tout le monde, Comment recruter les meilleurs, que j'ai eu sur ma table de chevet. Je le donne à mes entrepreneurs. Ouais, qui me guide, qui me guide encore aujourd'hui. Donc, heureusement, il est venu me chercher avant de l'avoir lu, Arnaud, donc du coup, sinon, j'aurais jamais été sélectionné. Sachant que quand même, pour la petite histoire, j'ai eu pour la première fois, je sais pas si c'est une fierté, quoi qu'il y ait un moment, ça m'aurait pas rendu fier, mais je suis salarié d'OVNI. On a le droit de le raconter. Ah oui, tu peux le raconter, ouais. Je suis salarié d'OVNI parce que comme ça, pourquoi pour produire les podcasts. Pour produire les podcasts. Non, mais en fait... donc je touche 78 € par mois sur ma fiche de paye. on fait une aparté, mais c'est vrai qu'en fait, dans un contexte très réglementé d'une société de gestion, si tu veux, quand tu montes un dossier, on l'a raconté sur un autre épisode, on a voulu avancer avec Mathieu le 20 septembre 2023 et l'autorité des marchés financiers a validé l'entrée de Mathieu au capital de la société de gestion le 20 décembre. Et c'est vrai qu'il faut produire tout un tas de pièces justificatives qui expliquent le périmètre qui est celui de Mathieu. Et donc, j'ai fait un contrat de travail à Mathieu pour la production des podcasts que vous voyez là, avec évidemment le salaire minimum. Ouais. Et j'ai envoyé, je crois, un truc à l'avocat social. J'ai dit, celui-là, tu peux l'encadrer. J'ai une mutuelle ce que je n'ai jamais eu depuis 2005, tu vois. Enfin, j'ai le luxe. Ouais, le luxe. Non, il m'a arrêté un truc gratuit. Alan, on peut le citer aussi, oui. Bon, voilà. On parle d'Armand. Oui, on va parler d'Armand, on y revient. En tout cas, on est content. Et puis de voir aussi toute cette passion. Puis tu vas nous parler aussi un tout petit peu, avant de revenir sur ces invests, comment tu les fais, soit par Club Deal, soit en direct, quels sont tes critères, etc. Mais de tes différentes vies, tu nous disais le design, de ta vie notamment
principale, qui était chez... alors, je vais mal le dire. On a dit Firmenich. J'étais pas loin. Qui est quand même une sorte de réseau tentaculaire qui a grossi, alors que c'était une start-up en 1895, non? C'est ça, 95? Créé dans un garage, comme beaucoup d'autres start-up, par un chimiste et une sorte de business angel. C'est vrai. Le nom n'existait pas. Et c'est devenu le deuxième acteur mondial des parfums et des arômes. Plus de 4 milliards d'euros. Derrière un autre français, c'est ça? Non, derrière un autre Suisse, exactement, Givaudan. Exactement. Mais dirigé par un Français. Ok. Et comme beaucoup d'affaires dans le parfum, c'est un savoir-faire très français. Beaucoup de Français dirigent dans le monde des groupes de parfums. Et alors ça a été mon cas. J'ai travaillé avec beaucoup de bonheur, plus de 20 ans pour Firmenich. Firmenich crée des parfums, les fabrique et les vend à toutes sortes de marques qui en ont besoin pour parfumer leurs produits ou les aromatiser dans le cas des arômes de food. 23 filiales, 46 usines, 10 000 personnes dans le monde. Voilà. Un chiffre d'affaires un peu aux alentours de 4,3, enfin 5 milliards de francs suisses, un peu moins. Voilà. Avant une fusion avec DSM, donc DSM qui est un concurrent? Alors non, c'est une boîte, on va dire, un peu connexe. C'est une fusion qui a eu lieu après mon départ, donc je ne peux pas en parler énormément, j'en connais pas les détails. Disons que toute la période où j'ai travaillé, c'était un groupe indépendant, familial, fier de l'être. Gagnant sur ses marchés. C'était une boîte vraiment magnifique, avec une culture d'entreprise extrêmement forte. C'est de l'entrepreneuriat familial, avec un sens de l'humain, avec une créativité, avec une fidélité à ses clients. C'était une boîte, enfin c'est toujours, mais ça a un peu changé peut-être maintenant en tout cas, une expérience pour moi fantastique d'en diriger toute la partie parfum et ingrédients dans le monde. On est là pour parler business, pas que moi j'aime bien aussi en faire en même temps, mais tu vois, c'est un truc chez Cosa Vostra, qui est l'agence que j'ai cofondée, chez qui nous sommes. On appelle ça, c'est un de nos sweet spots, c'est les boîtes pour lesquelles on aime bosser, les startups centenaires. Tu vois, et je trouve que c'est intéressant parce que souvent tu remarques que dans certaines de ces boîtes-là, je peux te parler de Domaine Baron de Rothschild, je peux te parler de H. Moser dans les montres, même Tagger dans une certaine mesure, sont des sociétés qui savent bien se réinventer. Paradoxalement, même si elles sont vieilles, elles ont un temps un tout petit peu plus long, elles sautent pas tout de suite sur les nouveaux trucs, mais en revanche, si elles ont réussi à résister au temps, c'est que dans les gènes, dans l'ADN, il y a une innovation permanente, une culture qui est assez profonde. Alors, tu as 100% raison, et je vais te donner un exemple encore plus incroyable. Je fais partie du conseil du groupe Pochet. Pochet, c'est une boîte qui a 400 ans, qui a été créée... ou PO? PO. P-O-C-H-E-T, c'est leader mondial des flacons de parfum. Okay. Donc, ils m'ont demandé, quand j'ai quitté Firmenich, de faire partie de leur conseil. C'est une boîte qui a 400 ans, créée en 1623, qui est donc numéro 1 mondial, avec un savoir-faire de verrier, les plus beaux flacons de Lancôme, d'Estée Lauder, des plus grandes marques de parfums, de Chanel et compagnie, sont fabriqués à Guimerville dans les usines de Pochet. C'est passé du contenu au contenant, c'est ça? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu le même monde, les fournisseurs des cosmétiques, des parfums et du luxe. Et c'est une boîte 100% familiale. Donc qui a dû un peu se réinventer. Alors, c'est plus la même famille. 400 ans, c'est plus la même famille. D'accord. Là, la famille actuelle, c'est 5 ou 6 générations. Mais c'est un exemple aussi d'entrepreneuriat familial formidable, avec une culture forte des savoir-faire, une pérennité, une réflexion sur la pérennité et une conquête permanente de l'innovation, de l'excellence. C'est des exemples vraiment de boîtes familiales. Moi, j'ai un biais favorable pour l'entrepreneuriat familial. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Tant que la famille s'entend bien entre eux. Voilà, tu insistes beaucoup là-dessus. Tu crois que ça joue beaucoup dans la prise de décision rapide, dans l'agilité, dans la capacité à se positionner? Alors ça, c'est indéniable. Ces boîtes sont capables d'être beaucoup plus rapides. Ce sont des boîtes aussi qui sont souvent un petit peu à contre-cycle, qui vont faire des acquisitions peut-être pas au moment où c'est le plus en vogue et le plus cher, mais qui vont, dans les périodes de crise, savoir profiter des crises. Parce que c'est leur patrimoine. Quand une boîte de famille fait une acquisition, ils signent un chèque, c'est leur argent. Les managers, c'est pas leur argent. Il y a quand même une certaine distance par rapport à ça, et l'attitude face au risque est un peu différente. Et ça, tu dis les managers, mais c'est vrai. Alors, autant il y a des boîtes très, très grandes, mais quoique c'est assez familial, LVMH, etc. Mais c'est vrai, même sur des énormes boîtes cotées, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir des CEO ou des gens qui voient court terme, ils disent je rachète ce truc ou je fais un investissement massif. Moi, ça m'a marqué chez un pote qui était dans des Procter ou des boîtes comme ça, et il était au e-commerce, et il investissait massivement sur Amazon.
il avait remarqué à chaque fois qu'il changeait de produit, allait souvent, alors sachant que Procter est fort là-dessus, je vais prendre un exemple débile, mais ça pourrait être des piles ou des choses comme ça. Il va vendre des piles à fond sur Amazon. Amazon se rend compte que les piles, c'est quand même un bon business parce que ça vaut cher, ça coûte rien à produire, et puis les gens en reconsomment. Puis ils se disent, bah tiens, on va faire nos piles. Les notes, ouais. Et puis après, il passe dans un autre qui fait, je sais pas moi, des capsules de café, et puis il commence à dire aux gens, bon, vous savez, si on fait ça, ils vont quand même bien se rendre compte que c'est un business, et puis ils vont faire des capsules de café basiques. Je sais pas s'ils en font encore, mais en tout cas. Et puis en fait, les types au-dessus lui disaient, mais on s'en fout en fait. Vends tes trucs, moi j'ai des objectifs. Si t'arrives à doubler mon chiffre d'affaires en vendant sur Amazon, vends sur Amazon. Et en effet, tu te dis, en effet, sur des groupes centenaires, voilà, tu essaies de réfléchir un peu plus à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Exactement. Pas, ouais. Exactement. Tu as toujours une optique long terme. Tu n'es pas coté, tu as une liberté par rapport aux résultats du quarter. Généralement, tu n'es pas coté. Et donc, c'est une formule, je trouve, qui permet de développer des boîtes magnifiques et des belles cultures d'entreprise. Et est-ce que ça peut avoir un insight pour toi ? Est-ce que vraiment, sans bullshit, il y a des moments, cette culture, ce background t'a aidé dans des invests ou dans des... Alors, soit au moment d'investir, dans des choix, soit dans le choix des personnes, soit dans le choix du projet, soit par la suite dans l'accompagnement, peut-être, dans les questions qu'on peut te proposer. Peut-être dans ce qui surgit tout de même assez fréquemment dans les boîtes, qu'à un moment donné, entre les actionnaires, de pas toujours être d'accord sur tout. Et dans un groupe familial, c'est très différent, parce que l'actionnariat éclaté, boursier, que personne ne voit jamais, ça pose pas du tout le même type de sujet. Dans un groupe familial, il faut mettre tout le monde d'accord sur la propriété de l'entreprise, sur ceux qui vont y travailler ou pas, de la famille. J'avais dans mes équipes des membres de la famille qui étaient actionnaires et pas moi. Donc il y a des dimensions. Et je pense qu'il y a un souci de long terme et de l'humain un peu supérieur. Non, pardon, mais ça doit être un truc à gérer. Ça peut être... Alors, t'as déjà viré quelqu'un de la famille Je l'ai écarté, on va dire. Ça m'est arrivé une fois. Mais dans les groupes familiaux bien gérés, on sait adresser ce genre de problème. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un de la famille qui... à un moment donné, n'est pas exemplaire, car il faut redoubler d'exemplarité. Si c'est 2 fois plus dur, finalement. 2 fois plus dur. Donc, il faut avoir des critères extrêmement exigeants. Et si ce n'est pas le cas, on trouve autre chose. Et voilà. Parce qu'il n'y a rien de plus démotivant pour un manager de voir quelqu'un de la famille qui n'a pas le niveau prendre les postes. Ça, c'est une petite gangrène qui peut abîmer la boîte. Et pourtant, dans certaines familles aujourd'hui, évidemment, la famille qui nous vient à l'esprit, c'est la famille Arnaud, par exemple. Tout le monde est dans le groupe, quoi. Il n'y a pas de, crois pas de... Ce qui, moi, personnellement, me fascine, d'ailleurs, ouais. que le modèle soit aussi reproductible. Absolument. Ils ont l'air assez forts, d'ailleurs. Absolument, mais c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas une vocation d'architecte, de médecin, que c'est une réussite, je pense, que de réussir à intéresser au business familial tous ses enfants. Mais il faut aussi qu'ils soient suffisamment forts, parce que tu dis qu'ils aient les compétences, les comportements pour rester. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt le cas. Ouais, c'est hyper intéressant. Parce qu'après, c'est toujours de temps en temps, donc nous, on travaille pour des clients qui sont dans ces temporalités, ces choses différentes. Toi, t'es rentré quand dans l'investissement, notamment dans la tech ? Alors, peu avant de quitter mes fonctions opérationnelles chez Firmenich, donc il y a à peu près 5-6 ans, j'ai commencé à m'y intéresser. Il y avait à l'époque la loi TEPA, un petit peu d'incitation fiscale. Alors, j'ai mélangé l'envie de le faire et l'intérêt fiscal. Et en fait, très vite, ça s'est estompé, puis ça a disparu. Et lorsque j'ai pris ma retraite de mes fonctions opérationnelles de Firmenich, j'avais du temps et la passion du business, l'envie de continuer à être stimulé, l'envie de continuer à côtoyer des jeunes aussi, parce que on se rend compte que c'est dans l'entreprise qu'on côtoie les jeunes. Et à mon âge, 63 ans, quand on quitte l'entreprise, on a tendance à voir que des gens de son âge, ou sa famille, et on les voit pas comme des jeunes, c'est sa famille. Donc, moi, je voulais rester un peu au contact, et par le biais de Business Angel, je rencontre un tas de jeunes, j'apprends plein de trucs, et je trouve que ça maintient une certaine fraîcheur. Tu me disais que tu suivais quasiment une quinzaine de lignes, entre 10 et 15 lignes, oui, où tu passes du temps une fois par mois avec eux, tu les vois, tu leur donnes des conseils. Ouais. Et ça, c'est ton adrénaline post-Firmenich ? C'est ce que tu aimes ? C'est ce que j'aime. Okay. C'est ce que j'aime et que je voulais continuer à avoir cette adrénaline, cette stimulation, cet intérêt pour essayer de résoudre des problèmes, de développer des idées, des stratégies, peaufiner une organisation, jauger une idée ou une personne, etc. Ça, j'aime ça, je l'ai fait longtemps. Je voulais pas le quitter complètement, mais en même temps, j'étais content d'arrêter l'opérationnel à base d'énormément de voyages, d'énormément de contraintes, qui est la vie d'un dirigeant d'entreprise d'une boîte globale aujourd'hui, est très exigeante sur le plan investissement de soi.
il faut payer énormément de sa personne dans le monde entier en permanence. Et en plus, dans un business B2B avec des clients très concentrés, mes gros clients, c'était Unilever, Procter, L'Oréal, avec qui on fait des centaines de millions. Évidemment, quand ils toussent, on court. C'est pas comme si on avait 12 000 clients à 200 balles chacun. Donc c'est très exigeant. Ça. Juste pour comprendre un tout petit peu dans ce modèle, pourquoi, tu parlais de Givaudan tout à l'heure, pourquoi on choisit l'un ou l'autre? C'est juste, c'est du gros deal, genre je bosse que avec toi et j'y vais, ou c'est deal par deal, ta fragrance et ton truc est mieux là? C'est brief par brief. Deal par deal, on appelle ça des briefs dans l'industrie. C'est brief par brief, mais à condition d'être référencé, ce qu'on appelle aussi core listing. C'est-à-dire qu'un grand groupe va choisir 3 ou 4 maisons de création de parfums et va leur donner accès à leur brief. Uniquement ces 3 ou 4 là, parce qu'ils ne peuvent pas avoir des relations avec tout le monde. Donc il faut déjà être référencé, briefé, donc avoir être jaugé capable. Et après, il faut gagner chaque brief. Donc chaque brief est compétitif avec les équipes créatives, les équipes commerciales, le développement technique. Et chaque nouveau parfum de lessive, de savon, d'eau de toilette est un projet qu'il faut gagner. En début de carrière, c'était ton challenge de gagner des briefs? Oui. Et donc, toi, avec mon équipe. Alors, je me suis renseigné, moi, un peu avant de faire le podcast. J'ai appelé des gens que tu connais bien, qui m'ont dit que tu étais dans une des divisions les plus rentables, les plus performantes, avec le plus grand nombre de collaborateurs. Tu as gravi les échelons les uns après les autres pour arriver à ce COMEX. Et comment tu expliques ce gain de confiance et monter dans le groupe? C'est parce que tu gagnais? Tu étais une machine à performer, à remporter les briefs, c'est ça? Je suis arrivé en milieu de carrière, pour être franc. Donc, quand j'étais à l'INSEAD, j'ai rencontré Patrick Firmenich, qui a fait l'INSEAD juste après moi, mais je l'ai rencontré dans les réseaux INSEAD. Et on est devenus copains. C'est un type formidable. On a une passion commune pour le ski, en plus. Et on est restés copains une dizaine d'années, sans jamais penser à travailler un jour ensemble. Et puis, quand sa famille l'a choisi pour être le CEO de la boîte, il m'a proposé de travailler avec lui. Il avait besoin d'un Donc 10 ans après, confiance. sans jamais l'avoir imaginé, il m'a proposé de travailler avec lui. J'ai tout de suite refusé d'ailleurs, parce que c'était un métier que je ne connaissais pas du tout. C'était pas très logique avec ce que je faisais avant. Et puis, il a su faire preuve de persuasion et j'ai commencé à regarder un peu cette boîte et j'ai été impressionné. Et j'ai fini par signer. J'avais appelé 2-3 chasseurs de tête. Ils m'ont dit, surtout ne fais pas ça. Tu ne connais pas l'industrie. Tu n'as pas fait ce genre de job. C'est une boîte de famille, c'est dangereux. Ne fais surtout pas ça. Et je ne l'ai jamais regretté une seule seconde pendant 22 ans. Ils n'étaient pas alignés avec tes intérêts à la fois? Peut-être. Tu vois, tu sais pas qui t'avait placé. Ou tellement risk-averse. Ouais. Peut-être. Et donc, alors, je suis arrivé, je me suis occupé de la parfumerie fine, donc un peu le fleuron de ces boîtes-là, qui travaillent pour les grandes marques de parfums, à la différence des marques de consumer goods, de savon, de shampoing, de lessive. Donc, c'est la partie, on va dire, à plus forte valeur ajoutée. Kunjan. C'est ça. Par exemple, non mais je veux dire ça, c'est vraiment les hautes, celui qui me semblait c'est plus. Francis Kurkdjian. Kurkdjian, j'ai dit Kurkdjian, non, c'est Kurkdjian. Pardon, on a une très belle marque. Très belle marque. Mais aussi les marques de LVMH comme Dior, Guerlain et compagnie. Là, on est très haut. C'est pareil, c'est ce que tu appelles la parfumerie fine. Ok, je pense que c'était plus grand public, moi. C'est tout ce qui te sert, on va dire, à te parfumer avec une segmentation masse, mastige, prestige. Luxe, niche, premium. Mais pas brut de Fabergé, quoi. Non. Si, c'est du masse. Ok, c'est du masse. Okay. Tout ça, c'est de la parfumerie fine. Donc, je m'occupais de tout ça au niveau Europe. Alors que je révise mes classiques, parce que c'est un peu comme les pieds de table. Je suis pas du tout expert du sujet. Hein. Ah, moi, j'aime bien certains. Penhaligon. Oui, c'est un acteur. C'est un de mes clients. Et donc, j'avais la responsabilité de l'Europe, une équipe de parfumeurs, de marketing, de commercial, des usines, enfin, tout ce qu'il faut pour faire ce business, des clients. Et ça a pas trop mal marché. Et petit à petit, j'ai pris des responsabilités grandissantes et j'ai dirigé pendant 10 ans la division parfumerie, à la fois la parfumerie fine, les consumer goods et aussi ce qu'on appelle les ingrédients, car toutes ces boîtes, presque toutes, fabriquent eux-mêmes une partie de leurs ingrédients pour leur usage propre et aussi les vendent à des boîtes qui formulent eux-mêmes. Okay. Par exemple, Chanel fait ses propres parfums avec son propre parfumeur, a besoin d'ingrédients, on leur en vend. Voilà. Donc, je m'occupais de tout ce qui était parfumerie ingrédients dans le monde, donc plus de 3 milliards, 50 de pays, quinzaine d'usines, et beaucoup de joie et quelquefois des peines, parce qu'il y a des très gros briefs. On a quelquefois des briefs, c'est un chiffre d'affaires annuel récurrent de 50 millions. Donc, tu gagnes, c'est 50 millions pendant pas mal d'années de chiffre d'affaires, tu perds, c'est 0. Voilà. Et donc, c'est beaucoup de stress, mais c'est un métier magnifique. Avec des marges intéressantes. Ouais. Avec des marges intéressantes, je dirais que plus le produit a de la valeur ajoutée, plutôt dans la parfumerie fine, plus les marges forcément sont intéressantes, parce que le cœur d'un parfum, c'est sa qualité olfactive. Et c'est ce qu'on faisait. Donc, dès lors que tu as
un parfum qui est perçu comme vraiment un parfum exceptionnel, le client va l'acheter, le prix compte pas énormément, et dans le cost of goods, c'est pas un élément majeur. Par contre, ce qui compte, c'est la qualité créative, la signature de ce parfum, et d'avoir les meilleurs talents pour créer ce produit gagnant. Non, mais t'avais prévenu qu'on allait du marketing, dans un univers. Tu disais design et créativité, ça, moi je te rejoins là-dessus. C'est de la créativité, c'est du marketing, ce sont des études consumer. On dépensait des dizaines de millions en études consommateurs pour savoir le goût des gens dans le monde entier, dans toutes les applications. C'est ce que j'allais te demander, c'était vraiment une des questions avant de peut-être passer à tout ce qui est invest et tech, mais quand même d'autres petits passages dans ton parcours quand même, parce qu'on va parler un tout petit peu de marine quand même, mais c'est pas un truc qui est totalement subjectif. Je veux dire, finalement, à la fin, Ariel ou Skip va choisir tel ou tel parfum. Alors, c'est marrant parce que c'est comme PQ rouge, PQ rose. Il y a deux grandes teams, quoi. Ariel ou Skip, quoi. Tu vois. Alors non, c'est pas subjectif. C'est pas juste le chef de produit qui dit ah ouais non moi je préfère celui-là, ou 3-4 personnes et puis boum c'est fini. Ah non, ça c'était il y a très longtemps. Non. Aujourd'hui c'était une décision extrêmement éclairée, objectivée par des études. D'usage du produit extrêmement lourd dans beaucoup de pays avec des centaines de consommateurs. Et on est tous des chiens truffiers, on ne se rend pas compte, mais l'importance du sensoriel et de l'olfactif dans un produit est déterminante. On ne rachète pas un produit dont on n'aime pas l'odeur. Et on peut... Et la fonction première du produit, souvent, passe légèrement au second plan. Disons, tous les shampoings lavent plus ou moins bien les cheveux, mais les gens achètent et réachètent pour l'odeur. Ils sentent tous dans les magasins. C'est un truc... D'ailleurs, auquel tu penses pas, mais il n'y a pas beaucoup de gens dans ma vie chez qui je suis allé où tu sais, tu vas chez des gens et l'odeur te dérange. Mais quand ça arrive, c'est très moi c'est ma hantise de me dire que chez moi, des gens se disent tu vois, chez lui ça pue. D'où le marché des air fresheners qu'on faisait. Et ce que tu dis est particulièrement vrai dans la culture américaine. Alors, aux États-Unis, presque toutes les maisons sont parfumées parce qu'ils ont la hantise de ça plus qu'ailleurs. Car l'attitude face au parfum est très culturelle. Les Américains, par exemple, les Brésiliens, les fleurs blanches, c'est ce qu'on utilise pour veiller les morts. Donc, un parfum avec des fleurs blanches, c'est pas terrible. Voilà. Donc, on est élevé dans une culture olfactive de façon inconsciente et ça développe des goûts sensoriels. Et c'était notre métier de les reproduire, de les mettre dans des produits pour qu'ils se vendent mieux et qu'ils fidélisent leurs consommateurs. T'as j'imagine, des skills là-dessus. Je sais pas dans quelle mesure ils sont. Moi, tu vois, ils m'intéresseraient pour Cosa Vostra. Je le vois, mais de grands comptes B2B qui doivent être assez... qui changent un peu probablement sur la prospection aujourd'hui, j'imagine. Tu vois, nous, on parle beaucoup d'Affinity qu'on utilise, donc de certains logiciels pour cibler, de CRM, etc. Mais... dans la technique de vente, dans la préqualification, qualification, réponse au brief, etc., ça doit être quelque chose que tu dois pouvoir apporter. Alors, la vente B2B complexe, le Key Account Management, c'est passionnant. Et c'est, je trouve, pas suffisamment valorisé en France, dans la culture française. C'est un métier vraiment géré, par exemple, le compte Procter, tel qu'on l'avait chez Firmenich, c'est une équipe d'une 50aine de personnes, un PNL, des centaines de millions de chiffres d'affaires et probablement 500 contacts chez Procter dans le monde entier. Combien gagne orchestrer ça, c'est un énorme boulot. Combien ça gagne un sales 10-15 ans d'expérience, pas chez eux parce que tu peux pas me le dire comme ça, mais dans cet univers. Disons que ça peut l'écart type est assez grand, mais un vrai talent capable d'orchestrer très bien un business comme ça va gagner 250 000 euros. Okay. C'est ce que j'allais dire. Nous, dans les télécoms, et donc, le meilleur commercial était qui gérait le Stade de France, Blablacar, Criteo, et qui était un maestro du business, qui était capable de faire des ventes éminemment complexes. Il était sur ces niveaux-là. En fait, c'est de la vente stratégique. Parce que c'est du cycle long, c'est multi-interlocuteurs, beaucoup de personnes prennent part à la décision, donc c'est très compliqué à mettre en stratégie et à organiser. Et donc toi, tu encadrais ces gens-là ? Ah, tout à fait. C'était ton Je les recrutais, je les formais, et j'en avais des centaines. Et on a beaucoup théorisé. Qu'est-ce que la vente complexe ? Comment mener une stratégie commerciale ? Comment analyser une situation commerciale complexe ? Comment maintenir un client sur le long terme, éviter la lassitude ? Se réinventer, se renouveler, quelles sont toutes les techniques, et aussi, bien évidemment, savoir jouer d'une prise de décision compliquée, multi-interlocuteur. Donc, savoir trouver ses alliés, savoir avoir un coach, avoir ses capteurs d'information chez le client, savoir... on pourrait en parler des heures. Si un jour j'ai du courage, je ferai un bouquin, parce que vraiment, je l'ai énormément pratiqué, et j'ai vu des différences énormes entre un excellent key account manager et un normal moyen.
la différence de résultat est vraiment très importante. Mais je te rejoins là-dessus sur le fait que alors notamment les startups françaises, la tech française, je l'ai déjà dit moi sur Génération Futur 7, ne paye pas assez. Je peux en citer d'ailleurs, j'ai déjà eu des échanges là-dessus, sans les balancer, c'est plus pour les mobiliser, mais des Swile, des Alan, toutes ces boîtes qui font des trucs B2B, ils pourraient même, Conto, ils sont plus sur des plus petits, ils sont pas sur du key account, mais il peut y en avoir d'autres, j'en cherche là comme ça, mais en fait... quand ils recrutent des gens, de temps en temps, ils viennent me voir en me disant t'as pas des sales, etc. Moi, j'ai un gros réseau là-dedans parce que ma femme a bossé 10 ans chez Facebook et là, ça fait 5 ans qu'elle est chez LinkedIn. En fait, dans toutes ces boîtes-là, chez Salesforce, les mecs qui gagnent bien chez Salesforce, en sales, ils prennent 350, 400, 500 000 euros par an. Avec des parts variables élevées. Ouais. Et ils peuvent avoir 150 000 de fixe. Hein. Ouais. Donc, et alors là, c'est un très beau métier. En France, 150 000, c'est le plus... Enfin, sur la tech française, c'est le plus fou. Peut-être qu'il y a une exception à faire, peut-être chez nos amis de Content Square, qui, comme c'est une boîte quasi américaine, ils doivent être capables de payer un peu fort. Probablement, mais en fait, je pense que c'est juste aussi une question de génération de boîtes, etc. T'en as quelques-unes qui vont montrer l'exemple. T'as des cadres qui vont arriver à émerger là-dessus et qui vont faire... Je pensais à Rosalie, par exemple, ou à des boîtes comme ça. Il y en a plein, en fait, quand même. Tu vas mettre, moi, les copines, en plus, il y a plein de femmes de ma femme qui ont fait 10-15 ans dans ces boîtes-là. C'est des tueuses. Et puis alors, ils vont lire comment t'appelles ça, à la fin de l'année, le document... le rapport annuel. Oui. Ils doivent remplir plein de choses. Ils connaissent la boîte. Il faut tout connaître. Il faut tout connaître. Il faut comprendre la problématique. Il faut comprendre les KPI de chaque interlocuteur. Sur quoi il est jugé. Parce que les gens ne prennent pas toujours des décisions pour leur entreprise. Ils prennent aussi des décisions pour eux, pour leur carrière. On pourrait s'en inspirer. J'allais dire, c'est un peu exploratoire, mais nous, on a vu un entrepreneur là, il y a quelques jours qui, justement, sur ces fonctions-là, veut amener de l'IA, de l'intelligence en allant chercher dans les emails, dans les anciennes propales, etc. Est-ce que toi qui avais... Alors, je viens de faire mon tout dernier investissement qui est annoncé aujourd'hui. Peut-être tu parles de LeadBay ? Non, je parlais pas de LeadBay, mais... Voilà. Parce que j'accompagne Ludovic, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Même si ce projet-là est un peu plus dans la prospection et la qualification que dans la démarche stratégique commerciale. Mais par contre, dans pas mal de mes startups, mais celles que j'accompagne, je suis allé parler à leur demande de ce métier et de la richesse, la complexité et la façon un peu de le regarder d'une façon stratégique. Comment on s'organise, comment on se forme, comment on s'évalue, quel type de qualité il faut au recrutement. Et je peux te dire, j'ai tourné ça dans tous les sens pendant très longtemps, il en faut essentiellement 2. Le premier, c'est ce que j'appelle le drive, c'est-à-dire la capacité d'action, des gens qui ont envie tout le temps de faire plus. Tu n'as pas de grand key account manager si le type se dit à 6h, j'ai fini mon boulot, je rentre. Il faut toujours avoir envie de faire plus. Moins, moi. Pareil. Pareil. On manque vraiment de drive. Il faut de l'énergie vitale, il faut, et après, il faut des antennes. C'est-à-dire qu'il faut des gens qui sont capables de décoder le non-verbal, le non-dit, les sous-titres, les allusions, pour comprendre la finesse d'une situation commerciale, parce que les gens ne te disent pas toujours ce qu'ils pensent. Et donc, il faut cette finesse d'analyse, qui n'est pas forcément une grande gueule, hein, pas forcément la caricature du vendeur. Hein. Ouais, alors, écoute, moi, je t'écoute, je pense que je suis... je vais manquer d'humilité, mais je m'en fous, plus que largement éligible sur tes 2 skills. Cela dit, je pense qu'il me manque un truc, ou qu'il m'a manqué... Non, mais il me manque un truc, même chez Cosa Vostra. Pas sur tout, hein, tout le temps, mais c'est sur le key account, c'est potentiellement l'exé. Pur, tu vois, c'est derrière que moi, je sais que en motivation, en rendez-vous, voir les gens, les comprendre, etc., je sais que je comprends plein de choses que beaucoup de gens comprennent pas. Je suis très vite assez créatif, je percute sur plein de choses, je sais que en face, les gens me regardent et se disent « il est pas con, lui ». Mais après, là, je vois ma femme derrière, elle est capable de te déployer te dérouler, de transformer ça en presse PowerPoint hyper convaincante avec un truc et une propale. Moi, ça, tu vois... Alors, c'est pour ça qu'il y a 2 races de grands commerciaux key accounts. C'est les conquérants, qui sont plus sur le profil que tu décris, qui vont plutôt aller ouvrir des situations commerciales, mais qui ne veulent pas tellement faire le boulot, forcément, derrière, ça les motive moins. Et les harvesters, si tu veux, ceux qui vont, après, fidéliser, exécuter, et ce n'est pas exactement le même profil. C'est vrai. Et donc, selon... les comptes où tu vas attribuer, les comptes très bizdev, tu vas les attribuer à certains de key account managers, des comptes plutôt à entretenir. On avait ça, donc tu as un axe entre les deux. Mais
il faut que tout de même des gens qui aient du drive et qui aient de la finesse. Attends, juste une chose, parce que je voudrais te poser la question, voir, mais comment on adapte ça, nous, à OVNI ? C'est-à-dire, nous, chez OVNI, on a deux grands, et c'est ton avis qui m'intéresse, mais on doit aller chercher des grands comptes, notamment potentiellement des investisseurs institutionnels. Donc, peut-être, ça peut être qui BPI, c'est le bout du bout, mais ça peut être la Société Générale, ça peut être des assurances ou des gros family office qui ont l'habitude de faire ça. Donc ça, c'est nos key accounts pour investir. Et de l'autre côté aussi, on doit aller convaincre des gens. Ça, tu sais, on sait déjà bien le faire. Tu sais déjà bien le faire avec Augustin. Mais comment on les travaille mieux pour rester, pour être là, pour être ceux qui choisissent, pour être là dans le tour d'après, etc. Écoute, déjà, moi, ce que tu décris, donc je pensais pas qu'en faisant ce portrait, en échangeant avec toi, on en viendrait à faire un espèce de cours de comment on structure l'action commerciale. Mais je suis ravi parce que ce matin, je postais sur le fait que c'était négligé dans beaucoup de boîtes, ce côté commercial, comment on le structurait, etc. Dans les télécoms, nous, on avait exactement ça. C'est-à-dire des gens qui vont ouvrir des trucs très stratégiques, très difficiles à faire. Tu vois, ça peut prendre 2 ans. Roland Garros, il fallait une fibre au nord, une fibre au sud, redonder dans des data centers, il fallait des avant-ventes. En fait, tu avais des équipes de 5-6 personnes et c'était des deals à plusieurs millions. Et donc, ça, c'était génial. Et moi, mon école de la vente à moi, ça a été celle-là. Et je suis ravi d'avoir pu en bénéficier. Si tu le transposes dans le métier de fonds d'investissement, effectivement, tu as déjà 2 métiers. Tu as le métier où tu lèves des fonds, où tu as des entrepreneurs privés qui te font confiance, où c'est plutôt des ventes simples, 1 rendez-vous, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous, et généralement les gens te confient en moyenne 200, 300 000 euros qui sont appelés sur 5 ans, et des comptes beaucoup plus stratégiques. Moi, sur mon fonds d'avant, j'ai fait rentrer BPI France et Société Générale. Cédric Urtil de chez Société Générale me dit « Écoute Arnaud, ça va être très long, ça va peut-être durer 6-8 mois, je pense qu'on va le faire. » Mais tu vas avoir 8-10 rendez-vous à la Défense avec des équipes de 15 personnes. Et à chaque fois, il faudra produire des éléments différents, etc. Et en fait, donc 2018, ma première grosse levée avec des instituts, c'est vrai que tu apprends à produire des PowerPoint dédiés, à convaincre des équipes différentes qui n'ont pas forcément les mêmes attentes pour que le deal aille au bout. Et c'est un métier différent. Et je pense que, pour le coup, tu vois, pour faire le parallèle avec toi, moi, je ne suis pas bon du tout sur toute cette phase de suivi jusqu'au closing. Je suis bon pour ouvrir les portes, pour prendre mon téléphone, pour prendre 20 vents avec des instits et en décrocher un qui va peut-être aller au bout. Par contre, l'exécution derrière, je manque de rigueur et c'est là où tu as un Augustin qui va venir, lui, peut-être finir ce travail-là, bien le suivre, etc. Et moi, j'avais une question pour toi, Armand, c'est dans toute cette vie-là, quand tu es dans autant de pays, etc., c'est quoi tes routines de travail ? Moi, je te l'ai dit quand on s'est rencontrés pour la première fois. Moi, le max que j'ai fait, c'est 70 collaborateurs Néo Télécom. Et en fait, ça me paraît tellement compliqué. Comment tu faisais au quotidien pour gérer ce navire, ce paquebot-là ? Alors, tu as une équipe, tu sais, finalement, tu n'as jamais qu'une douzaine de reports directs. Et après, tu t'adresses à tous les autres par des modes de communication. Moi, j'avais un truc peut-être un peu nouveau à l'époque. J'ai mis ça en place en 2010 quand j'ai repris toute la division. Je faisais des formats courts que j'enregistrais sur mon téléphone et que je mettais sur le réseau interne. Donc, dès que je rencontrais un client où j'avais un insight intéressant, c'était des trucs de 2 minutes. Tu le partageais. Une nouvelle usine, un produit intéressant qu'on trouvait. Voilà. Je le partageais, j'en faisais 3 ou 4 par mois. Et c'est quoi, t'as rendu vidéo ou audio ? C'était une petite vidéo que je filmais moi-même avec mon iPhone pour m'adresser, pour faire de la communication aux 10 000 personnes. Alors que, généralement, tu communiques avec ton Instagram comex, avant Instagram. ton équipe. Et on appelait ça ADVTV, ces initiales. Voilà. Et j'ai utilisé ça énormément pour faire de la com, pour toucher tout le monde. Puis, tu as des canaux plus habituels d'email, d'informations sur le business, de town hall. Dès que j'arrivais dans un pays, je faisais ce qu'on appelait un town hall, c'est-à-dire que je réunissais tout le monde, je présentais l'actualité du moment, la stratégie, les points clés, et après questions-réponses avec les équipes. Ça, c'était une routine. J'ai fait ça dans tous les pays, à chaque voyage. C'est absolument essentiel. C'est l'occasion pour eux de voir le patron qui arrive, et c'est l'occasion où tu vas leur donner de l'énergie, leur donner de l'envie, parce qu'ils ne te voient pas souvent, chaque pays. Hein. Toi, tu fais ça tout le temps, c'est épuisant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, t'es 7h du matin, 11h du soir, c'est dur, t'arrives décalqué. Donc, dans les routines, il y a sport le matin, indispensable, sinon t'es... À l'hôtel, là, quand t'arrives dans un pays et où j'avais dormi tous les matins. S'ils voient un patron un peu, qui a les yeux qui se ferment, qui est un peu mou, ils se disent, mais ça va pas, t'es obligé d'être à fond. On remarque ça, c'est dur, c'est autant le voyage et tout, évidemment, mais je trouve, c'est de garder en tête que quand t'arrives dans un pays,
et que tu es le patron, surtout que tu es le taulier, tu as 10 000 personnes, etc., en fait, c'est quand même un événement. J'allais dire un mini-événement, c'est un événement. Pour eux. Et donc, toi, tu dois quand même être à la hauteur de cet événement. À la fois, tu dis, tu dois avoir une routine pour être bien à la hauteur de cet événement, mais ça doit pas être un acte routinier, dans le sens où... non, parce qu'il faut se renouveler, il faut... donc, en fait, tu te donnes beaucoup dans ces trucs-là, mais c'est extrêmement important. C'est comme ça quand même que tu engages les gens. Et tu le fais non seulement avec les équipes, mais après tu vas voir les gros clients. Donc, après, tu vas visiter l'usine, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas aller voir l'usine. Donc, c'est là où ce sont des... Gérer un business global, c'est lourd, parce que vraiment, tu te donnes énormément, et physiquement, mentalement, il faut y aller à fond. Moi, j'ai adoré ça, mais en même temps, c'est vrai que par moments, ça use un peu, et je pense qu'on ne peut pas faire ça à 25 ans de suite. Tu me disais que c'est pas un de tes regrets, mais tu aurais aimé peut-être être entrepreneur plus tôt. Mais moi, quand je t'écoute, c'est la 3e fois qu'on se voit. On s'est vu une fois en visio, une fois dans un rendez-vous, et là, on se voit en studio. Moi, en fait, je vois un intrapreneur dans ce que tu décris. Je vois quelqu'un qui représente la boîte, qui donne le leadership, qui aide à la vente. Finalement, on en a besoin aussi de ces profils-là qui, dans les scale-up et start-up, vont venir finalement... Tout le monde ne peut pas être CEO. Donner l'impulsion du COMEX. Un Loïc de Swile, tu parlais de Swile. Moi, je lui dis, mais Loïc, comment tu fais ? Il est de Montpellier, on se croise régulièrement. Il me dit, c'est simple, comme tu dis, j'ai 5, 7, 8 hommes de confiance, j'impulse. Là, tu travailles quotidiennement. Et eux, en fait, derrière, ils poussent. Et donc, c'est génial. Ouais. L'autre truc très important, je pense, et nous, c'était notre culture chez Firmenich, c'est que c'est un métier qui est beaucoup basé sur les talents des personnes, donc rétention des talents, attraction des talents rares, très important. Donc, toujours dans l'avion, je révisais les noms de tout le monde. J'avais des petits trombinoscopes pour être sûr de ne pas me tromper, parce que tu vas 1 ou 2 fois par an dans chaque filiale, tu oublies quand même un peu. Donc, je voulais m'assurer que j'étais capable, pour tous les gens clés, de me souvenir de leur nom, un petit peu de leur histoire perso. Et si tu fais pas ça, à mon avis, tu construis pas un attachement à l'entreprise dont tu as besoin pour retenir les talents. Car c'est pas que de l'argent de retenir les talents, loin de là. C'est aussi beaucoup de l'émotionnel et de l'engagement, de l'attachement. Mathieu, il faut que tu le retiennes. Thomas, qui travaille avec OVNI, c'est Thomas, c'est pas Maxime. C'est vrai, tu vois, je l'appelais Maxime. Non, mais je suis là-dessus. Et à la fois, je suis content de t'entendre dire ça, parce que parfois, pour moi, c'est un drame. C'est vraiment un truc personnellement qui me... je crois que il y a des gens qui sont spécialement très forts pour retenir tout le monde. Moi, je suis spécialement pas fort. Mais cela dit, il y a aussi plein de gens qui sont spécialement aidés. Et c'est vrai que quand je parle... Il y avait Ning Lee que j'ai reçu sur Génération It Yourself qui me raconte cette anecdote quand il rencontre Jack Ma pour la 2e fois à l'Élysée pour une remise de la Légion d'honneur et qu'il est invité, probablement parce qu'il est chinois également, et qu'il se serre la main et que Jack Ma lui dit « Alors Ning, machin, depuis la dernière fois, etc. blablabla. » Il me dit « C'est fou, il se souvenait de moi. » Après, je lui ai pas dit dans le podcast, mais après coup, je me suis dit « C'est certain qu'il a été briefé. C'est sûr, il rencontre tellement de gens. » Et en fait, je trouve que... ça, c'est aussi un talent d'être bien organisé, bien entouré. Voilà. C'est le travail valeur ajoutée d'une assistante, c'est de te préparer tout ça. Dès que tu as rencontré quelqu'un, de le noter dans les notes de la fiche, etc. C'est une vraie valeur parce que ça te permet d'être authentiquement proche des gens. Et j'étais comme toi, moi, ma mémoire me faisait défaut. Donc, c'est du boulot. Mais c'était aussi la marque de fabrique de Firmenich d'être très porté là-dessus. Et ça nous a permis d'être la boîte admirée où les talents voulaient travailler. Ça a une valeur énorme dans un métier, d'être la boîte dans laquelle les gens veulent venir. Je me souviens encore, j'ai appelé des grands talents parfumeurs, les fameux nez, que je voulais recruter. Donc, le premier coup de fil, c'est moi qui le passais parce que c'est des gens extrêmement difficiles à recruter. Bon apprentissage. Voilà. Non, mais c'est donc, premier coup de fil, c'était moi. Et j'en ai un jour, je l'appelle et il me dit « Ah, enfin, Firmenich m'appelle ». J'étais au comble du bonheur, parce que ça, c'était vraiment un... Non, mais tu vois, selon les LP qu'on a avec nous, selon l'intérêt, les premiers coups de fil ou les coups de fil qu'on doit passer dans les boîtes dans lesquelles on va investir, ça peut être moi, ça peut être rarement, ça peut être... Mais selon qui, quoi, je pense que c'est des inspirations qu'il faut prendre aussi. On a tendance à l'oublier. Nous, on a fait autre chose chez Cosa Vostra, typiquement, c'est qu'on a une super recruteuse, et elle est vraiment super, c'est une pépite. Faut pas que je dise trop comment elle s'appelle, je vais me la faire voler. Mais... de toute façon, elle évolue aussi chez nous. Mais
Amal, bon, c'est vrai que les gens qui viennent nous disent le premier contact avec Amal, extra. Et donc, à la fois, je me dis, c'est peut-être pas grave si c'est pas moi ou Laurent qui passe le premier coup de fil. Mais en revanche, assez vite, il faut venir là-dessus pour que les gens se disent, je suis pris en considération. C'est hyper intéressant. Moi, tu sais, alors j'ai un rendez-vous avec un grand compte pour moi qui est Spotify. Tu sais, sur les podcasts, c'est important. Donc, non, mais on était sur le point de terminer. Non, mais je peux vous laisser si aussi, veux, sinon, un petit peu. Voilà, je voudrais quand même une ou deux anecdotes parce que, au moins une, tu as été impliqué dans la marine assez longtemps, j'ai l'impression. Non, je fais mon service militaire. Pendant 15 mois, mais j'étais embarqué, la chance d'être embarqué, chef de quart, sur un bateau. Toulon, plus sympa. Encore mieux. Plus sympa. Et j'ai eu la chance, j'ai été toute la Méditerranée, Canal de Suez, Golfe Persique, et j'ai participé, là j'ai dû signer un petit engagement, à l'époque, à une des guerres du Liban, 83. Okay. Oui, donc opération réelle, ce qui est toujours stimulant quand on côtoie ce genre de milieu, de voir qu'à un moment donné, c'est pour de bon. Et l'ambiance change immédiatement à bord d'une unité. C'est moins casual, quoi. Immédiatement, tout le monde. On sent immédiatement que c'est plus de l'entraînement, c'est du vrai truc. Et donc ça m'a énormément mûri comme expérience. On est resté 3 mois sur la zone. Voilà, on ne faisait pas de la bataille navale, mais on a quand même plusieurs fois été mis en situation de tirer. Il y avait l'attentat de Rakkar. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. C'était une horreur, 80 légionnaires réduits en charpie par un camion bourré d'explosifs. Ça a été un drame absolu. Et on était là-bas à l'époque, donc c'était quand même un peu chaud. Sachant que la charge est double, c'est-à-dire que tu es tant dans une position où tu te dis que tu peux mourir qu'une position où tu dis que tu peux tuer potentiellement, j'imagine. Nous, c'était plutôt ça, parce que sur un bateau, tu risques moins, mais tu dis je participe à quelque chose de sérieux, je dois être haut niveau, je me suis entraîné, j'ai appris à faire ça, il faut que je le fasse bien. Et moi j'avais 22 ans, on est quand même des gamins. Donc ça m'a donné une sorte de maturité. J'ai bien aimé cette période. Si tu veux, Mathieu, on te libère. Moi, une dernière sur Miro quand même. On peut parler de ces choses-là ou pas? Oui. Ouais. J'ai pas d'ailleurs. Mais toi, tu es rentré. Moi, j'ai cofondé un concurrent de Miro qui s'appelle Ocus, qui s'appelait WeFlash à l'époque. Moi, j'en suis sorti. J'ai fait une belle opération. Probablement une des plus belles de ma vie d'ailleurs. Donc pour l'instant, après OVNI, j'imagine. Et toi, t'es rentré dans Miro. Je suis rentré dans le tout premier tour. Je pense un des tout premiers business angels. 1,8 million. 1,8 million. Waouh. 1,8 million. J'avais rencontré Thomas en allant au pitch club de l'INSEAD. Ok. Et l'INSEAD à l'époque ne l'avait pas retenu. Tu sais, il y a un vote. Voilà. Et moi, j'avais flashé sur l'idée et le gars. C'est marrant parce que moi j'aurais flashé sur Thomas parce que Thomas aussi il est waouh. Et après je dis écoute, on prend un café et puis je crois que c'est mon 2e investissement, mon 3e investissement. Après Tipto quoi. Oui, juste après Tipto, absolument. Combien t'as mis? J'ai mis 50 000 €. Ok. Ouais. Et puis après il y a eu un 2e tour, j'ai remis parce qu'il y a eu un petit problème avec les investisseurs de la série A et donc il y a eu une série en 2 fois. Bref, il a fallu faire ce qu'on appelle un bridge. Oui. Tu connais bien et donc voilà, Thomas, je sais qu'il est polarisant. Moi, je suis un fan et je dirais jamais, même si tout le monde, et moi le premier, on est bourré de défauts, mais c'est quelqu'un que j'admire pour le fait qu'il grandit toujours une idée. Alors quelquefois, ça va un peu loin, mais il prend quelque chose, il en fait quelque chose de plus grand en termes d'ambition et de vision. Et voilà, je trouve que c'est une qualité assez rare qui est la marque des grands entrepreneurs. Après, c'est pas suffisant de rêver très très grand, de rêver plus grand, mais c'est quand même souvent déjà une... c'est nécessaire pour y arriver. Hein. Si tu rêves pas plus grand, tu iras pas plus grand. Hein, mais ouais. Moi, là-dessus, sans parler de Thomas, en parlant de l'écosystème tech, si je mets les pieds dans le plat, ce avec quoi j'ai un peu du mal finalement, c'est cette espèce de retournement de veste tout le temps, où en gros, quand les entrepreneurs ont une grande idée, une grande ambition, qui font des grosses levées de fonds, ça y est, c'est les stars, on les invite partout, etc. Puis quand c'est la tempête, etc., tout le monde dit « Ah, bah, c'est nul, je l'avais bien dit, etc. » Je me demande si c'est pas très français versus les US où Augustin a vécu 20 ans, où là, bah, en gros, tu as des mecs qui ont une grosse ambition, un gros drive, comme tu disais, ils montent des boîtes, ils lèvent beaucoup d'argent, ils réussissent des fois, ils se plantent. Play hard ou lose hard. Ouais, hein. Et Thomas a fait un truc rare. Et c'est vrai que Thomas, je pense qu'il incarne un peu ça, et comme tu dis, il en a pris aussi après, dans la presse, il y a des gens qui ont critiqué, etc. Mais n'empêche que des boîtes comme Miro, des boîtes comme Swile, toutes ces grosses licornes, évidemment qu'on
on est passé du jour au lendemain en France de 0 à 25 ou 30 licornes. Toutes ne peuvent pas réussir, toutes ne peuvent pas faire un IPO et toutes ne peuvent pas rendre de la liquidité aux investisseurs. Et je trouve qu'il faut arrêter d'être dans le bashing et l'auto-flagellation. Enfin, je sais pas, mais... Il a fait quelque chose que j'ai trouvé assez remarquable, qui est rare aussi, c'est qu'il s'est battu pour CBA. Quand il y a eu une opportunité de secondaire en série C, il y a eu 0 décote. Et c'est lui, il s'est battu pour avoir ça, et c'était pour CBA. Je trouve que ça, c'est aussi à son crédit. Ce qui est pas toujours le cas. Hein. Je file, mais pour la petite dédicace aussi... c'est que moi je l'ai rencontré une fois, je crois que on s'est peut-être croisé une ou deux fois autre, mais c'était chez Facebook, c'était comment s'appelle justement le fonds de Bernard Arnault et de Aglaé, voilà, qui faisait ses 1 an ou 2 ans, et honnêtement très vite je me suis dit c'est marrant, on a envie d'être pote avec lui. Il a un talent de sales, d'empathie qui est assez folle. Et j'aime bien ton approche de dire il grandit un projet. Et je suis d'accord aussi qu'il faut grandir un projet. En fait, tu veux être avec des gens qui grandissent des projets. Et si tu gagnes, tu vas gagner très fort. Si tu perds, toi, tu aurais perdu 50 000, mais j'imagine que tu as gagné largement plus. Moi, tu n'as pas tout sorti, je crois. Mais bon, on verra. Absolument. C'était un grand plaisir. Salut tout le monde. Merci Mathieu. Merci. À bientôt. Merci de m'avoir donné une nouvelle fois un beau cours de comment on gère un podcast et comment on gère un invité. C'est toujours un peu ma récréation, c'est ce que je te disais Armand. C'est un beau métier. Une fois par mois ou 2 fois par mois de faire ces portraits d'entrepreneurs, souscripteurs de fonds, boîtes confinance et de mettre en mode avion mon téléphone l'espace d'1 heure et d'avoir cette discussion que même dans un café, ton QG c'est chez Carrette, on peut le dire, à Trocadéro, t'arrives pas forcément à avoir, quand on s'est vu 1 heure ensemble, t'arrives pas forcément à aller aussi loin dans un sujet parce qu'on parle de tout, il y a des coups de fil, il y a du bruit, il y a des choses et j'aime moi cette ambiance du studio, donc quitte à être un peu en retard et il m'excusera à mon rendez-vous d'après, je vais prendre le temps de finir cet épisode avec toi. Moi dans les petites notes que j'avais passées à Mathieu et que je voulais aborder avec toi, effectivement il y avait cette partie sur la marine, je sais même pas si je te l'ai dit, moi j'étais gendarme réserviste pendant 5 ans, j'ai fait 150 jours en gendarmerie et je pense que ça m'a beaucoup façonné, notamment j'ai rencontré pas mal de mecs du GIGN qui m'ont mis au parachutisme, etc. Donc je pense que ça j'ai fait des exercices avec le GIGN quand j'étais dans la marine et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Écoute, moi j'ai beaucoup d'amis dans cette unité qui sont passés, qui y sont et avec qui j'ai vécu des beaux moments de vie. Et oui, je pense que c'est des activités, moi c'est un regret à titre perso, je sais pas si peut-être on coupera au montage, mais Mathieu dit qu'il faut rien couper. Moi je pense que avoir enlevé le service militaire, pour le coup je pense que c'est une bêtise. C'est 1 année et demie de ma vie que vraiment je serais passé à côté, ça serait pas pareil. Donc moi il y en avait pas. Appris énormément de choses et puis ça m'a passionné. Moi il y en avait pas parce que je suis né en 87 et j'ai dit à mes parents il y a pas de service militaire. De mon propre chef, j'ai fait une préparation militaire en gendarmerie 150 jours en parallèle de mes études de 18 à 23 ans. Il y a un autre aspect, moi, qui m'avait plu quand on a échangé tous les deux pour la première fois, c'est ton engagement dans l'associatif. On en parlait un peu avec Cyril Vermeulen avant de lancer ce podcast. Moi aussi, j'ai une fondation dans laquelle je suis très impliqué, tu sais, qui s'occupe des enfants qui ont eu un cancer, une amputation, un accident de la route, etc., qui s'appelle l'Institut et la Fondation Saint-Pierre, auquel je reverse une partie de mon caride. Est-ce que tu veux nous parler de ça ? Parce que vu que le but, c'est de faire découvrir les entrepreneurs qui nous soutiennent et les causes qui leur tiennent à cœur, je trouve que c'est bien de finir sur une note un peu plus positive que des attentats et tout, et ce dont on parlait tout à l'heure. Mais très volontiers. Moi, quand j'ai réfléchi à ma vie après ma carrière opérationnelle, je voulais donner un coup de main à des associations et voilà, essayer de ne pas faire que du business, même si j'ai continué d'être passionné. Et en fait, 2 se sont imposés à moi. L'une, c'est la guilde du RAID. C'est peu connu. J'encourage ceux qui nous écoutent à regarder le site, on vient de le refaire, la guilde du RAID. Ça a été cofondé par des gens comme Paul-Émile Victor, Pierre Guillaume, le fameux crabe tambour, des gens qui voulaient développer l'esprit d'aventure. Donc la base, c'était aidons les jeunes à vivre des aventures, à sortir des sentiers battus, à s'engager dans quelque chose. Donc l'association avait créé les bourses de l'aventure, qui existent toujours, le festival des films d'aventure qui a lieu à Dijon en octobre tous les ans. Donc tout un creuset d'aventuriers assez idéalistes,
mais des gens qui ont fait des projets absolument fantastiques. On a eu d'ailleurs comme président Sylvain Tesson pendant 5 ans. Et il se trouve que quand j'ai fini l'armée, j'ai eu la chance de gagner de l'argent puisque j'étais en opération réelle au Liban. Et donc, dans l'armée, quand on part en opération réelle, on est bien payé, on dépense rien puisqu'on est logé, nourri sur le bateau. Et donc, j'ai consacré une année après l'armée et avant de travailler à mener une mission pour la guilde du raid. Je m'étais dit au départ, je vais faire un projet de raid quelque part. Et en fait, ils m'ont convaincu de les aider à mener une mission militaire en Afghanistan à l'époque où les Russes avaient envahi ce pays et où les populations civiles souffraient énormément. Donc on a monté des caravanes humanitaires pour aider les populations civiles. Je suis parti là-bas. Enfin, d'abord, on a levé des fonds et après on est parti là-bas. Je suis parti là-bas 6 mois, clandestin, à pied, pour aller distribuer l'aide qu'on avait rassemblée en France. Et voilà, j'ai fait partie modestement de tout un tas de gens qui ont aidé ce pays à résister à l'invasion russe dans la décennie 80-90. J'allais te poser la question de l'année. Tu sais, Moi, je suis allé en 84. Okay. C'était en pleine guerre, au moment où les Russes avaient plutôt le dessus. Et puis finalement, les Afghans se sont défendus comme des lions, ont été aidés de façon grandissante par les Américains. Quand j'y étais d'ailleurs, c'était les premiers missiles Stinger commençaient à arriver sur le terrain. On voyait qu'ils pouvaient enfin se défendre contre les hélicoptères. Et ça s'est terminé, alors bien parce que le pays s'est libéré de cette invasion soviétique, et mal parce qu'une guerre civile s'en est ensuivie. Et puis malheureusement aujourd'hui, tous ces gens que j'ai côtoyés aujourd'hui se sont un peu perdus dans l'islamisme pour certains. Et le pays n'a jamais pu retrouver une unité politique et est tombé du mauvais côté des choses. Mais ça a été... Alors je suis resté fidèle à la guilde du raid et ils m'ont demandé de rejoindre leur conseil et je les aide à essayer de trouver des ressources pour se développer et se faire connaître mieux. J'encourage tout le monde à regarder leur site, ce sont des gens formidables. Et puis, je m'occupe aussi, alors c'est par un lien familial, d'aider et trouver des mécènes, des donateurs pour le domaine de Vaux-le-Vicomte, qui est un château français absolument magnifique, et aussi un morceau d'histoire de France, puisque c'est là qu'a eu lieu la fameuse ascension, puis l'éviction de Fouquet, suite au complot de Colbert, et que le jeune roi Louis XIV a forgé son pouvoir tout neuf en emprisonnant Fouquet. Et ça a été toute une affaire bien connue des historiens. Et ce château est le précurseur de Versailles. C'est le même architecte, le même décorateur, le même jardinier, le nôtre, le Vaux, le Brun. Et c'est un joyau qui appartient à une famille privée avec qui j'ai un lien. Et donc, je les aide à assumer la charge écrasante d'entretenir, d'embellir et de développer ce domaine. Voilà, il nous faut des mécènes. Il faut trouver des moyens pour restaurer, pour embellir, pour investir dans la technologie aussi, parce que les gens veulent une expérience aujourd'hui quand ils visitent un château. Donc, on a besoin de moyens. Et on est suivi maintenant par des fondations familiales, par des donateurs privés qui aident Vaux. Et j'essaye d'y contribuer en les trouvant. Je trouve ça fascinant comme les entrepreneurs et les chefs d'entreprise et les cadres comme toi, une fois qu'ils ont bien gagné leur vie, une partie de la carrière qui est faite, ont cette capacité à se projeter dans quelque chose de tout à fait différent. Une fondation, moi j'ai mon ancien directeur général Florian Dubois qui a lancé quelque chose qui s'appelle les plombiers du numérique, où il prend des jeunes qui sont plutôt en échec scolaire dans les cités pour les amener vers les métiers de la fibre, du data center, les réinsérer. Toi, tu as cette fondation. Je trouve que en fait, il n'y a rien de plus beau que des entrepreneurs qui prennent tout le background qu'ils ont eu, tout le talent qu'ils ont développé et qui en font bénéficier à des fondations. Et j'explique souvent que moi, une des premières personnes qui m'a sensibilisé là-dessus, elle s'appelle Denis Fayol, et qui m'a dit: Arnaud, attends pas 50 ans avant d'avoir une fondation, avant de t'impliquer dans ces choses-là, fais-le à ton petit niveau, commence maintenant. Il m'a dit ça il y a 6 ans, à 29 ans. Et chaque année, essaye de monter ce que tu peux donner en plus et je l'ai fait, et je trouve que c'est vrai que ça donne aussi du sens à nos métiers, que ce soit des compétences ou de l'argent. Je te propose, pour respecter le timing, on s'était dit 45 minutes, on est à 55, si on continue on va faire la même durée qu'un épisode de Mathieu, par rapport à ce que tu disais sur ton implication
dans cette caravane humanitaire, de se quitter en musique. Je sais que Mathieu va me taper sur les doigts parce qu'on n'a pas trop le droit, mais moi j'ai une chanson que j'adore, je suis un grand fan de Jean-Jacques Goldman, et je vais quitter sur on va se dire au revoir et à bientôt sur quelques notes qui s'appellent Né en 17 à Leidenstadt, parce que effectivement on le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit avec ce qui se passe en Israël. Toi tu l'as vécu il y a 20-30 ans, mais on ne sait pas ce qu'on ferait, quel rôle on jouerait, quel courage on aurait dans des moments comme ça si ça se passait chez nous. Et donc, je sais pas, est-ce que tu valides ce mot de la fin et cette chanson-là, ou je dois en choisir une autre? Ouais, vas-y. C'est bon? Bon, bah écoute Armand, je te remercie de ta confiance, du soutien que tu as pour OVNI, d'être venu tourner cet épisode avec nous. J'ai appris plein de choses, et c'est ça, tu parlais de drive tout à l'heure. Moi j'ai un drive dans ce métier, c'est les gens que je rencontre, les aventures que je vis, tout ce que j'apprends au quotidien, et je te remercie de me partager un peu ton récit. On a trouvé le pitch, on l'avait pas du podcast, et on s'est arrêté sur alors il faut que je le retrouve sur ceux qui le voient à la vidéo vont voir que je sèche, mais on a dit la plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Merci pour ça, Armand. J'ai passé un super moment avec toi, et j'espère que tous les gens qui nous écoutent aussi, et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. Merci Arnaud. Tu peux l'entendre au casque si tu veux. Salut tout le monde.